7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Il nous manque un roi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron en juillet 2015, alors qu'il est encore ministre de l'économie. Et environ 7 ans plus tard, Mathieu Falcon exauce ce que nous qualifierons de prière en publiant Le Roi est nu aux éditions Albin Michel. Un roman satirique dans lequel trône le roi Michel Ier, roi de France, progressiste, élu par la grâce de la technoscience économie, de quoi faire frissonner nos auditeurs. Bonjour Mathieu Falcon. Bonjour Maud. Bienvenue sur Radio Courtoisie. Alors racontez-nous d'abord peut-être l'histoire de ce roman pour que les auditeurs s'immergent bien dans cette histoire, dans cette monarchie moderne. Nous sommes en 2027 et le président de la République n'entend pas quitter son trône. Oui, c'est exactement ça. Nous sommes en 2027 et donc au terme d'un deuxième mandat, on se retrouve avec un président de la République qui effectivement n'a pas envie de quitter le pouvoir et qui donc décide de rétablir un système monarchique, mais qui en même temps n'en est pas vraiment un, mais qui lui permet en tout cas, lui, de rester en place et de rester sur le trône, de se faire élire en fait à vie. Alors je ne vais pas vous demander comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman. En revanche, l'avez-vous écrit plutôt comme une fiction, une pure fiction, ou une sorte de roman d'anticipation ? Parce que tout est documenté, tout est très bien construit, constitutionnellement même. Quel est l'esprit de ce livre ? Oui, non, mais après, j'ai pas de prétention d'anticiper l'avenir, ça serait un peu présomptueux. Mais en fait, en observant Emmanuel Macron déjà depuis pas mal de temps, je me suis dit que cette idée était assez amusante et qu'en fait, je sais pas, je pense qu'il est capable de beaucoup de choses. Ouais. Donc, on ne sait jamais de quoi il est capable et de quoi ce que l'avenir nous réserve. Donc, je trouvais que c'était assez amusant de jouer avec cette idée. Et effectivement, en France, il y a toujours depuis longtemps cette idée d'un retour du roi, de l'homme providentiel. Donc, c'était marrant de jouer là-dessus. Et en même temps, c'est pas que de la farce, effectivement, il y a une dimension sérieuse derrière. Ouais. Vous êtes beaucoup inspiré de la personnalité d'Emmanuel Macron ? Non, enfin un petit peu dans le côté séducteur, mais Ouais. après l'idée c'était vraiment de faire un archétype et de ne pas rester fixé sur lui. D'ailleurs, le roi Michel n'est pas Emmanuel Macron, mais effectivement peut-être que sans Emmanuel Macron, ça n'aurait pas été possible et cette idée ne serait pas venue. Ouais. Alors vous imaginez donc une monarchie qui permettrait à l'actuel président de poursuivre son règne. Vous l'écrivez de façon très ironique, satirique, et en même temps, on serait tenté de croire qu'aujourd'hui tout peut arriver, même cette histoire finalement. Vous l'écrivez à la fin, en 45 minutes, un empire peut basculer. Il suffit de quelques minutes de prière à Clovis pour remporter la bataille de Tolbiac et faire baptiser les Francs, de la présence de Philippe Auguste le dimanche de Bouvines pour unir la France et de la présence d'esprit de Bonaparte à Austerlitz pour défaire deux empires. Aujourd'hui, Mathieu Falcon, qu'est-ce qui pourrait faire basculer la France ? Oula, c'est une bonne question. Vous avez c'est tout difficile. votre temps. J'ai tout. Non, je ne sais pas du tout ce qui pourrait faire basculer la France parce qu'effectivement, on a de plus en plus de crises comme on voit ces dernières années, les gilets jaunes, les agriculteurs dernièrement. Et en fait, on a l'impression qu'à chaque fois, on est au bord du gouffre et que finalement, raisonnablement, on rentre à la maison, j'ai envie de dire à la niche, se coucher, mais jusqu'à quand ? En réalité, on ne sait pas très bien. Là, c'était quand même assez étrange cet épisode des agriculteurs qui voulaient affamer Paris, qui allaient jusqu'à Bruxelles. Ouais, ça et a puis commencé de façon fulgurante. Voilà, et qui finalement sont rentrés un peu docilement à la maison. Mais à mon avis, ils n'ont pas gagné grand-chose de toute façon. Tout ce qu'ils ont gagné, c'est de pouvoir continuer à répandre des pesticides, etc. Donc, on sait très bien que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va repartir, puisque de toute façon, les mêmes problèmes se reposeront. Après, moi, ce que j'aimais ce que j'ai essayé de faire dans ce livre et que je trouve amusant, c'est une jonction de l'extrême gauche et de l'extrême droite, en fait. Ouais. Et ça, je pense que ça serait quelque chose qui pourrait faire basculer, mais je pense que ça n'arrivera pas de sitôt. Pas pour l'instant. Non. Qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous choque et qu'est-ce qui vous peine le plus dans cette société que vous saisissez avec votre plume acérée, avec un esprit un peu révolutionnaire ? Si vous deviez écrire maintenant la France dont vous rêvez, la France idéale, à quoi ressemblerait-elle ? Je vais dire que ce qui me choque, ce qui me peine, c'est en fait qu'on est dans une France qui est complètement soumise à un système, on va dire capitaliste, pour le dire un peu grossièrement, mais qui en fait est un système qui avance par lui-même et en lui-même et qui se déploie. En réalité, nos gouvernants, que ce soit Emmanuel Macron, Gabriel Attal, etc., ne maîtrisent pas grand-chose. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire en sorte que la machine fonctionne bien. Mais on voit bien qu'on n'a plus personne n'a de pouvoir en fait sur la France, sur la nation, même sur l'Europe, et on est complètement soumis à une logique de marché qui écrase et en fait qui veut aussi araser et que tout le monde soit au même niveau.
Et c'est ça qui me peine, notamment. C'est Ouais. que je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on arrive à retrouver une dimension verticale, plus spirituelle, enfin quelque chose qui nous motive un peu plus Mm. que d'aller gagner de l'argent le matin en vendant tout et n'importe quoi. Vous êtes monarchiste? Non, je suis pas spécialement monarchiste. Enfin, c'est-à-dire que comment dire, je pense qu'on a eu une très belle période de monarchie et la France s'est construite comme ça. Aujourd'hui, je sais pas du tout à quoi ça ressemblerait. Si vous voulez, si c'est juste pour avoir une monarchie comme on le voit dans certains pays d'Europe, je ne sais pas si ça serait très intéressant. Encore que un monarque pourrait incarner, être quelqu'un en fait. Mm. Et donc on voit que, je pense que en Angleterre par exemple, c'est quand même assez utile pour eux d'avoir ça. Mais on n'a pas du tout la même histoire, donc je ne sais pas si ça fonctionnerait. Ouais. Alors, on lit dans certains commentaires qu'avec ce livre et les deux précédents, Campagne et Un bon samaritain, vous marchez dans les pas de Jean Raspail. C'est une référence pour vous, j'imagine? Oui et non, en fait, j'ai pas beaucoup lu Raspail pour être honnête, et plutôt assez tard. Donc oui, il y a des choses que j'admire chez lui. J'aime bien en plus son imaginaire et sa capacité à raconter des histoires, ce qu'on a tendance à perdre parfois dans la littérature aujourd'hui. Donc ça, j'aime bien. Après, c'est pas du tout un de mes auteurs de référence. D'accord. Quels sont les auteurs de référence, justement, ceux que vous lisez le plus, qui Moi, vous je suis inspirent? plus classique en fait. Enfin, j'ai vraiment lu plus jeune tous les classiques. J'aime beaucoup la littérature du XXe, du XIXe siècle, Mm. les grands romanciers. Et aujourd'hui, disons il y en a pas mal aussi. J'aime bien Houellebecq par certains aspects. Enfin, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Là, je suis en train de lire le premier roman de Maurice Dantec qui est génial aussi, Mm. qui m'a d'ailleurs un peu inspiré pour ce roman en fait. Ce côté qu'il a d'être un peu dans un, comment dire, dans un truc polar et en même temps noir et à la fois de dire des choses très percutantes sur la société Ouais. et d'être plus en profondeur que le polar moyen. Vous l'aviez en tête depuis combien de temps, ce roman? Et je l'avais en tête depuis pas mal d'années en fait, depuis peut-être après mon deuxième roman, mon D'accord. premier roman, pardon. Juste donc 2019, 2018-2019. ouais. Et en fait, bon, j'étais pas vraiment mûr pour l'écrire, et donc j'ai repoussé, et puis à un moment, je me suis dit qu'il fallait s'y mettre, Mm. et qu'on verrait bien ce que ça donnerait. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Le Roi est nu, paru aux éditions Albin Michel. Dans Campagne, paru en 2021 aux éditions Albin Michel, toujours, vous traitez le sujet des néo-ruraux, de ces citadins qui investissent les campagnes. C'est un sujet qui vous préoccupe au-delà de la satire, justement? J'ai vu que vous aviez pris position, pardon, au sujet, par exemple, de la crise des agriculteurs. Oui, oui, bah, ce qui me préoccupe, c'est on va dire déjà le sort de la France, et en fait, comment dire, il y a une espèce de déclassement, de grand mélange aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire que les bobos vont s'installer à la campagne, on ne sait plus très bien qui fait quoi et qui habite où, ce qui n'est pas un mal en soi, c'est simplement que je trouve qu'il y a comment dire, les citadins, en fait, souvent ont envie d'exporter leur façon de vivre partout où ils vont. Une espèce de jacobinisme français qui se répand, en fait. Et pas forcément pour du bien, parce que je pense qu'il y a à la campagne une manière de vivre qui s'est transmise et qui s'est gardée au fil des siècles et qu'on a beaucoup perdu. Et ça, je pense que pour le coup, c'était quelque chose qui était dans le système monarchique, qui se conservait assez bien, c'est-à-dire un régionalisme, chacun pouvait avoir sa culture et son identité. Et en fait, c'est vraiment à la fin de la monarchie et à la Révolution, pardon, qu'on a centralisé et en fait forcé tout le monde à parler français, à avoir la même culture. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça commence à craquer, ça. Ouais. Alors vous portez un regard critique sur l'immigration également, sur le sujet de votre premier roman, cette fois-ci Un bon samaritain, l'histoire d'un universitaire parisien qui, ayant décidé d'héberger 3 clandestins, va connaître une mort sociale fulgurante. C'est évidemment toujours d'actualité. Vous avez suivi l'itinéraire, on va faire un petit regard politique, sans vraiment faire de la politique, mais vous avez suivi l'itinéraire de cette loi immigration. On va peut-être pas faire de politique justement, mais vous avez sans doute un avis là-dessus. Rien ne change, tout s'empire. Comment observez-vous Rien ne cette change. En fait, évolution? ce qui je trouve assez fascinant, c'est que Emmanuel Macron, là, depuis pas mal de temps, gouverne sans contre-pouvoir, Mm. puisqu'en fait, il fait passer ses lois soit par un 49-3, soit quand elles sont votées par les députés et par le Sénat, il les fait passer en force en enlevant tout ce que le Sénat a pu rapporter. Donc en réalité, il a fait sa loi comme il la voulait. C'est-à-dire qu'à mon avis, il n'y a pas grand-chose dedans. Ça a l'air assez creux. Et surtout, c'est un déni de démocratie, en fait. Je trouve assez incroyable que personne ne se révolte, alors que nos députés, nos sénateurs ne servent plus à rien.
Ouais. Alors vous disiez justement, ce que vous regrettiez, ce que vous ne compreniez pas, c'est, on parlait du basculement de la France, à quel moment ça peut vraiment basculer. Vous disiez, en fait, on a atteint des paroxysmes par moment, par exemple la crise des agriculteurs, rien ne s'est produit finalement. Les gens finalement retournent chez eux la queue entre les jambes. Comment vous comprenez ça, cette attitude? Oui, je pense qu'on est comment dire, amoindri par le confort en fait. C'est-à-dire que tant qu'on a notre confort quotidien, tout va bien, donc on va quand même pas se poser trop de questions, remettre notre vie en question totalement. Donc là, les agriculteurs, effectivement, je pense que c'est très dur pour eux, la vie, mais là, ils ont gagné quelques batailles, et donc ils sont contents, ils rentrent chez eux. En même temps, tout ça, c'est agité par un syndicat assez puissant. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que oui, c'est ça le vrai problème, c'est le confort en fait, qui fait qu'on ne va pas forcément se révolter jusqu'au bout. Et à la fois, Emmanuel Macron incarne un pouvoir fort, et c'est peut-être ce qu'on recherche aussi en France. Est-ce que vous avez le sentiment que la France est un pays fatigué? Je sais pas si la France. Je pense que non, il y a beaucoup de Français qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de s'accomplir et de se remuer. Il y a aussi beaucoup d'espoir. Mais je pense que c'est le système politique qui est fatigué. Ouais. Et quand vous écrivez ce livre, Le Roi est nu, paru aux éditions Albin Michel, est-ce qu'il y a une volonté derrière de... Alors, c'est satirique évidemment, c'est pas réel, mais de réveiller, de bouleverser quelque chose, Oui, un petit peu. C'est quand même aussi l'ambition de l'écriture, c'est que ça remue quelque chose chez les lecteurs. Et donc peut-être aussi de dire, attention, on pourrait en arriver là en réalité. Mais bon, je ne sais pas si ça change grand-chose. Enfin, je pense à Soumission de Houellebecq, par exemple. Ouais. Bon, c'est possible qu'on finisse comme dans son roman, et finalement, ou même Sérotonine après. Enfin, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose en réalité. C'est pour ça que je vous dis je pense qu'on est dans un système qui nous échappe totalement. On n'a plus de mainmise dessus. Et c'est ça qui est à la fois dramatique et qui fait que quand il y a des mouvements, finalement, chacun rentre chez soi parce qu'on ne sait pas trop par quel bord attaquer ce qui se passe. Donc finalement, il faudrait changer de système. Il faudrait changer de système, mais je sais pas, je vois pas. Enfin, comment le faire sans avoir de grands bouleversements, je ne sais pas. Ouais. Je pense qu'il faudrait que chacun commence à vivre différemment. Alors vous connaissez bien les personnages de la littérature française, j'imagine. Je fais de mon mieux. Oui, on va faire un jeu. Vous êtes Ok. élu président de la République, félicitations. Vous devez donc constituer un gouvernement. Qui nommez-vous Premier ministre? Parmi les personnages de la littérature française, ça qui vous inspire, qui vous passe par la tête. Ah, les personnages de littérature française. Ouais. Ouh là là. pas facile, hein. Non, c'est difficile comme question. Alors attendez, qui Premier ministre? Ou ministre de la Culture, plus simple peut-être. C'est pas facile, hein, je vous prends un peu Non, dépourvu. c'est difficile là. J'avoue que qui vous prendriez vous? Premier ministre? Ouais. Ah, alors, Premier ministre, ah oui. Vous allez renverser le jeu. Vous êtes fort. Je sais pas, alors, ministre des Armées, Cyrano de Bergerac. Ouais, bien vu. Ministre de la Culture. On va faire intervenir Corentin Périni, qui est juste derrière. Oui, je sens qu'il regarde tout à l'heure, il assiste à l'interview. Venez, Corentin Périni. On va faire participer à la constitution de ce nouveau gouvernement littéraire. Je sens que vous êtes inspiré. Non, ministre de la Culture, on pourrait C'est prendre prendre Swann, le personnage de Proust. Ouais. Ce qui est difficile, c'est Premier ministre. En fait, dans la littérature, en général, ce ne sont pas des personnages qui... Ou alors peut-être chez Balzac, mais sinon... Oui, peut-être un Rastignac, mais sinon, les personnages ne sont pas forcément très ambitieux de ce point de vue-là. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident. Ouais, pas facile. Cyrano de Bergerac, Cyrano. à l'armée, Ministère c'est des très Armées, bien. sûr. Comte de Monte Cristo aussi, Ah, peut oui, faire bien vu. la finance. Il Bien a de sûr. l'argent, il sait gérer ses finances. Je sais. Oui, c'est ça. On pourrait trouver un personnage de Giono pour l'agriculture. Non, mais c'est intéressant, mais c'est marrant d'imaginer ça. Est-ce qu'il y a des romans de la littérature française classique qui vous inspirent, qui vous ont peut-être inspiré d'ailleurs pour ce livre en particulier ou pas? Alors, il y en a beaucoup qui m'inspirent, mais oui, Stendhal, peut-être un peu pour le début du roman, pour cette écriture très... comment dire, dans la Chartreuse de Parme, j'aime bien, il commence... Enfin, ses premières pages sont assez incroyables, très... comment dire, très resserrées, en fait, droit au but. Et après, il part un peu dans tous les sens, mais voilà, ça m'a beaucoup... ça m'a inspiré, et moi je suis, oui, effectivement, très inspiré par les grands romanciers du 19e, Ouais. leur capacité de raconter des histoires de manière
assez simple et en même temps en créant des vrais types, des vrais personnages. C'est ça que je voulais faire aussi. Ouais. Vous estimez que c'est un roman politique, Le Roi est nu? Oui, un petit peu, mais après, je pense que beaucoup de grands romans sont politiques. Enfin, les romans de Balzac, les romans de Stendhal sont politiques, donc c'est pas du tout un problème, je pense. Alors, il y a eu quelques tragédies dans l'actualité littéraire. Je parle de Sylvain Tesson, qui a été rejeté Ouais. par le corps, je ne sais pas comment appeler ça, de la poésie Oui, française. c'est ça, enfin, qui a été qualifié d'extrême droite, parce Ouais. que on le rappelle quand même, Sylvain Tesson avait une émission à Radio Courtoisie il y a 20 ans. Ah oui, alors ça on- m'avait tout à fait et d'ailleurs, échappé. c'est Il pas faudrait pas tant trop le dit dans dire, les ça va articles, pas- mais faut pas trop Ouais. le Ça va dire. pas arranger D'ailleurs, son c'est cas. pour ça qu'on ne le dit pas. Non. Alors, vous, comment vous avez regardé ça justement En fait, j'ai trouvé ça assez amusant parce que je trouve qu'on a touché les limites du wokisme. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a 5 ans, en fait, il se serait fait complètement dégager sous la pression. Et là, en l'occurrence, il a été soutenu par Emmanuel Macron, par Rachida Dati. D'après ce que j'ai vu dernièrement, en fait, il est toujours en place. Oui. Donc je trouve ça assez amusant. C'est-à-dire que cette vague de petits poètes un peu woke qui avaient envie de faire du ménage, c'est complètement écrasé contre la réalité. Et finalement, je trouve que c'est assez beau. Et de façon générale, lorsque vous observez cette espèce de chasse à l'homme, des woke contre les écrivains traditionnels, les écrivains de droite en fait, qu'est-ce que ça dit de cette époque? Est-ce que ça vous fait souffrir? Est-ce que vous dites au contraire, non, il faut Non, se enfin, battre? ça me fait souffrir. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre comment ils réfléchissent, ces gens, et ça me fait souffrir pour eux, parce qu'en fait, je pense que la plupart du temps, on a l'impression qu'ils sont dans l'amertume et dans dans la colère en permanence, en fait. Et donc, je me demande ce qu'on leur a fait, en fait, ou ce que les gens leur ont fait pour qu'ils soient comme ça, en colère et un peu aigres tout le temps. Donc, ça Ouais. fait de la peine pour eux, finalement. Parce que, je sais pas, est-ce qu'on n'a pas d'autre chose à faire dans la vie que de passer son temps à ausculter les poubelles des uns et des autres pour voir s'ils ont fait quelque chose de mal. Et en plus, on se rend compte que la plupart du temps, ceux qui font des leçons de vertu ne sont pas les plus vertueux. Donc, moi, j'ai pas très peur, si vous voulez, pour l'avenir et pour les écrivains, pour Sylvain Tesson Ouais. ou autres. Je pense qu'on aura toujours des grands écrivains. Ça me fait de la peine pour une partie de la France parce que je me reconnais pas vraiment en eux. Et que voilà, qu'on a une espèce de scission, en fait, dans le pays. Ouais. C'est ça qui est triste. Vous craignez le wokisme quand même? Les effets du wokisme? Pas à long terme, je pense pas, non. Vous n'en avez jamais été victime? Non. Non. Ben, c'est-à-dire que c'est compliqué, si vous voulez, dans le milieu de la culture, on sait très bien comment ça fonctionne, et on sait que soit dans l'enseignement ou ils tiennent encore d'une place très forte, même s'ils ne représentent personne. Donc ça, mais je pense que c'est en train de basculer, que ça va changer, ça va pas durer éternellement, puisque personne ne leur accorde de vrai crédit. Oui, on parlait de Sylvain Tesson qui est considéré comme donc un écrivain de droite, alors que quand on lit ses livres, on se rend compte que finalement il fait des voyages, il fait de la philosophie, mais c'est pas véritablement de droite. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui c'est plus facile d'être écrivain dit de droite qu'avant? Parce qu'avant, les faiseurs de roi, c'était donc les médias et aussi les maisons d'édition. Et aujourd'hui, donc on a des médias alternatifs, on a une presse alternative. Et donc vous, Mathieu Falcon, vous éditez quand même à Albin Michel, qui est une grande maison d'édition. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui d'être un écrivain de droite qu'avant? Avant, les écrivains de droite, il y avait quoi? Il y avait Houellebecq, et encore, on disait pas qu'il était de droite, c'est juste qu'il était un peu anti-moderne, quoi, on va Oui, dire. je sais pas. Aujourd'hui, Après, c'est peut-être plus facile d'assumer ses positions, en tout cas, et d'avoir aussi, il y a une caisse de résonance avec tous les médias alternatifs. Oui, sans doute. Après, par exemple, Raspail a été édité chez Albin Michel pendant des années aussi. Je pense qu'il y a toujours eu des écrivains de droite, je sais pas, Jean-Marie Rouard, Benoît Dutertre, il y en a qui s'en sortent. On a quand même un équilibre qui se maintient dans l'édition française. Heureusement, on n'est pas aux États-Unis où, il n'y a pas une vraie chasse aux sorcières. Après, je pense que effectivement, on peut dire que Sylvain Tesson est de droite, peut-être parce qu'il a du style. En réalité, non, mais c'est vrai, il y a une frontière qui se forme entre les écrivains de gauche et les écrivains de droite, qui sont à gauche plutôt dans l'autofiction, à se regarder un peu, à se disséquer le nombril, de manière caricaturale, parce qu'on a aussi de la caricature à droite, si vous voulez. Mais est-ce que c'est plus facile? Peut-être que je profite effectivement du fait que certains ont enfoncé des portes avant moi. C'est possible, je sais pas, en fait. Vous voyez, par exemple, on parlait de Maurice Dantec, qui écrivait dans les années 90 aussi, il était chez Gallimard, chez Albin Michel. Ça a été compliqué pour lui à une certaine époque, mais il a fait son chemin, et il vendait beaucoup de livres, et ça marchait très bien.
Ce qui différencie le plus les écrivains dits de gauche et dits de droite, est-ce que ce serait pas un peu le déracinement et l'enracinement? Est-ce que ça, c'est quelque chose, une notion qui vous anime, l'enracinement? Oui, après, est-ce que ils vous diront peut-être que certains qui sont enracinés dans la littérature, et ce qui n'est pas Ouais. idiot, si vous voulez, la langue aussi. Moi, il y a beaucoup d'écrivains dits de gauche qui sont très bons aussi et qui proposent d'autres choses et qui ont parfois une imagination bien plus intéressante ou une manière d'écrire beaucoup plus révolutionnaire qui n'est pas du tout à jeter à l'eau. Euh, je je sais pas fondamentalement ce qui le différencie, je dirais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est une espèce d'aigreur. Vous voyez par exemple Annie Ernaux, qui pourtant a écrit des grands livres aussi, mais qui aujourd'hui est dans un combat permanent. Enfin, je trouve que ça la défigure même, et Ouais. c'est triste. Ouais, c'est du militantisme, quoi, désormais. C'est du militantisme, ouais. Et vous ne vous Exactement. considérez pas comme un militant, Non, un non, écrivain non, moi j'aime militant? pas du tout le militantisme. Enfin, c'est pas du tout dans ma nature, et je pense que si on veut faire passer des messages, on le fait mieux par son exemple, par ce qu'on fait, par ce qu'on produit, par des grands slogans en fait. Oui, en plus, Annie Ernaux, pardon, c'est véritablement l'ego, il n'y a pas de transcendance. Enfin, on sent véritablement que c'est véritablement des livres écrits pour l'individu et seulement pour l'individu. Et justement, est-ce que les écrivains de gauche n'ont pas perdu la bataille? Parce que finalement, aujourd'hui, on va dire, plus les jeunes de gauche ne lisent plus et qu'il n'y a plus que les jeunes de droite qui ont eu cette espèce de culture, cette transition de la littérature Je française. sais pas ça. Est-ce que les gens de gauche ne lisent plus? Je suis pas Non, certain. oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est quand on voit notamment les succès littéraires, on sent bien que c'est souvent des livres justement qui sont contre, on va dire, contre la doxa, en gros, quoi. En gros, c'est Houellebecq et les livres contre la doxa, ouais. Oui, et pour autant, il y a à côté tout un pan de littérature qui vend beaucoup plus de livres et qui est, enfin, à mon sens, un peu moins de la littérature, Oui. si vous voulez. Oui, Mais bah, Marc Lévy, voilà, Guillaume Musso, Guillaume Musso, Mélissa d'Acosta, enfin, mais ça, c'est même tout pas de droite et de gauche, c'est-à-dire que c'est du roman de gare ou c'est du. oui, mais moi je sais pas, j'ai pas de vrai avis là-dessus. Je me rends pas compte en fait qui lit encore. Je pense qu'il y a toujours des gens qui lisent des deux côtés. On a toujours des étudiants de Sciences Po ou de prépa ou autres qui sont aussi à gauche qu'à droite et qui lisent aussi peut-être plus de la philosophie. Enfin, chacun en fait lit un peu ce qui l'intéresse aussi. Donc peut-être on est plus marqué, plus enfermé, la jeunesse est peut-être plus enfermée dans un combat identitaire en fait. Je pense il y a 20 ans, 30 ans, on pouvait lire un peu tout et n'importe quoi, auteur de droite ou de gauche, qu'on soit de droite ou de gauche. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus marqué, et moi c'est ça qui m'attriste en fait. Et vous le déplorez, ça, c'est-à-dire que en fait, les gens lisent pour trouver quelque chose de politique, Oui, je et pas pense qu'on est seulement une époque gratuitement, très ouais. politisée, ouais. Ouais. Extrêmement politisée. Et moi, je vois, j'ai des filles qui sont assez grandes et au lycée, etc. Et ce qu'elles me racontent dans leurs cours, c'est vraiment des insultes politiques. En fait, ils sont beaucoup plus politisés qu'on l'était nous à notre époque, et ça peut aller très loin, en fait. Et même une lecture politique de Madame Bovary, de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une relecture aussi woke de tous les classiques. Mais C'est-à-dire ça qu'on va les- même jusqu'à la réécriture. Oui, voilà, Ouais. c'est ça, Les jusqu'à la classiques Agatha réécriture. Christie, etc. Ouais. Ouais. C'est plus Dix Nègres, je sais pas. Oui, oui, oui. Ils étaient 10, je Ils crois. étaient 10. Oui, après ça, je pense que effectivement, le wokisme est un phénomène, à mon avis, secondaire qui ne durera pas. Enfin, je pense, j'espère en tout cas. Mais on a bien vu que le communisme a essayé d'éteindre toute pensée, toute religion pendant 90 ans, et pourtant, ça s'est effondré, et comment dire, les plantes les graines ont ressurgi, quoi. Donc, je suis pas désespéré de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a une période qui va être compliquée, effectivement, mais tant que nous continuons à semer des graines en fait avec nos enfants, avec nos proches, etc. Ça va continuer à se maintenir. On parlait de la lecture chez alors la gauche, la droite, chez les jeunes aussi, les jeunes qui lisent un peu moins ou qui orientent leur lecture vers les mangas, vers les BD, etc. Est-ce que vous craignez peut-être pas la disparition de la lecture, parce que je pense que ça n'arrivera jamais, mais vous craignez pour l'édition, par exemple? Non, je crains pas du tout pour l'édition, parce que je pense que l'édition se porte très bien. En fait, c'est simplement qu'à mon avis, depuis 10-15 ans, l'édition a opéré un virage vraiment marketing. Et donc, les jeunes, aujourd'hui, lisent des livres pour jeunes, les ados, des livres pour ados, Ah oui. etc. Et il y a vraiment un travail marketing énorme qui a été fait. C'est-à-dire que moi, je reviens à mes filles, à l'adolescence, il faut lire des bouquins avec des couvertures clinquantes, etc. Ce qu'on n'avait pas, nous, à mon époque. C'est-à-dire que tous les bouquins étaient un peu
un peu fait de la même manière, si vous Ouais. voulez. Et donc là, maintenant, c'est très segmenté. C'est-à-dire que chaque catégorie sociale ou d'âge a sa propre littérature. Mm. Et donc forcément, on lit moins les classiques à 15 ans, puisqu'on a Harry Potter, on a et tout un tas d'autres bouquins qui dérivent de ce filon, en fait. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est ce que vous dites. C'est par exemple, moi je me souviens de mon père qui m'avait dit que lui, il avait lu donc Antoine de Saint-Exupéry à 13-14 ans, Ouais. et moi je l'ai lu à 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de décalage de connaître les classiques et de même de ce qu'on est capable de lire. C'est-à-dire, et même vous parlez Oui. d'Harry Potter du collège, moi je l'ai plutôt lu en primaire. Et donc là, il y a c'est-à-dire qu'on a on a de plus en plus de mal en fait à lire, mais ça c'est lié aussi aux écrans, c'est lié aussi à la capacité de concentration. Oui, et aussi à l'école qui prend un peu les élèves pour plus bêtes qu'ils ne sont et qui en fait leur fait lire que des versions expurgées ou réécrites des classiques. Et donc forcément, ils ne se confrontent pas à la difficulté et donc c'est plus difficile pour eux d'avancer après. Même de, oui. Vas-y, Non, mais vas-y, même pardon. Molière, par exemple, on est très content de l'avoir découvert en quatrième. Et là, je sais qu'il y avait des débats pour se dire est-ce qu'on enseigne toujours Molière ou est-ce qu'on l'enseigne plus tard. C'est-à-dire que Oui, pour l'instant, de on ce ne que peut je pas élever constate, les élèves, ça... on s'adapte en fait au déclin, quoi. Oui, oui, oui. Pour l'instant, il y a quand même quelque chose qui perdure, le Cid, Molière qui continue au collège, mais tant mieux. Je ne sais pas pour combien de temps. Mathieu Falcon, je rappelle que vous êtes l'auteur de Le Roi est nu, un roman paru aux éditions Albin Michel. Est-ce que vous avez d'autres projets de romans déjà ? J'en ai en tête, mais pour l'instant, rien sur la table. D'accord, très bien. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de Le Roi est nu, paru aux éditions Albin Michel. On encourage évidemment nos auditeurs à se le procurer. Une fiction, une politique fiction. Oui, Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. très bien. Et aux éditions Albin Michel, comment vous avez réussi à être à Albin Michel? Parce que c'est une Ça fait un édition moment, vous y quand même. étiez déjà. C'est mon deuxième prestigieuse. roman chez eux, ouais. Et le premier était chez Gallimard. Bah écoutez, je sais pas comment j'ai réussi. En tout cas, le texte a dû leur plaire pour qu'ils le prennent. Oui, certainement. Ça nous a plu aussi. Merci beaucoup, Mathieu Falcon. Merci de votre invitation.